Madame, Messieurs, bonsoir, bienvenue au débrief de l'actu. Merci pour votre fidélité au programme de Canal 2 International, la quotidienne qui fait la part belle à l'actualité forte de la journée, s'intéresse aujourd'hui au sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, la CEMAC. Le débrief de l'actu vibre au même diapason que cet événement qui vient de rythmer l'actualité nationale, du moins pour les dernières 48 heures. Rideau sur ce grand rendez-vous, il y a quelques minutes seulement, avec le discours du président de la commission de la CEMAC et du co-président, la personne de Paul Biya, le président de la République du Cameroun, qui co-présidait justement l'événement avec ses pairs, avec son père de la République centrafricaine. Il s'agit de Faustin Archange Touadéra. Les travaux ont eu lieu dans une atmosphère sereine, selon le discours de clôture dit par Paul Biya, et les travaux ont porté globalement sur la situation économique et monétaire de la sous-région. Il faut dire que ces travaux trouvent leur justification dans la situation macroéconomique préoccupante qui prévaut dans la CEMAC. Étaient présents donc les 6 chefs d'État des pays membres, mais également des invités. On a noté la participation des hauts dirigeants du Fonds monétaire international, de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale, ainsi que du ministre français des Finances. Alors, rendu au terme de ces 24 heures de travaux, que faut-il retenir de cette réunion d'urgence entre chefs d'État? Quel retour dans cette émission sur les défis qui attendent les présidents de la CEMAC? Qu'est-ce que le peuple et les populations doivent revenir? Quels sont les ajustements à prévoir dans la suite des politiques de gouvernance en matière économique dans ces différents États-là? On devrait faire le tour dans cette émission pendant un peu plus de 40 minutes. C'est avec nos experts conviés à cet échange pour vous permettre de comprendre les enjeux, les attentes ainsi que les défis de cet événement qui vient de se dérouler du côté du Palais de l'Unité. Alors, pour participer à ces échanges aujourd'hui, on s'en va présenter notre premier expert. C'est le professeur Bertin Léopold Kwayep. Il est enseignant universitaire, entre autres casquettes. Sa spécialité, socio-économiste. Il a également plusieurs initiatives à son actif. Initiateur de la pépinière doctorale en sciences économiques, gestion, expert en développement et management associatif, entre autres casquettes. Bonsoir et bienvenue. Merci. Alors, peut-être un premier commentaire à la fin. Un commentaire chaud, c'est que c'était prévisible, il n'y a pas eu de dévaluation. Parce que jusqu'à ce matin, la population de la CEMAC avait entièrement peur. C'est justifié. Mais ça ne veut non plus dire que probablement il n'y aura pas. Pour le moment, ce n'était pas d'actualité. Simplement, le sommet, c'était un sommet extraordinaire parce que la cote d'alerte était forte. Donc, il fallait que les chefs d'État se retrouvent pour prendre des mesures d'urgence. Sinon, on s'enfonçait. C'est la réalité. Justement, on verra la pertinence de ces mesures d'urgence-là lorsqu'on sait que d'autres mesures ont eu à prendre effet ou en tout cas à être prises en commun par le passé, mais on se retrouve toujours généralement, au même point de départ avec des décisions généralement qui sont quasiment inopérantes, si on peut dire le terme. Qu'est-ce qui devrait pouvoir changer cette fois-ci? On verra ça dans la suite des échanges. Le temps pour moi de présenter notre deuxième invité, très connu sur la scène médiatique camerounaise, Hubert Otélé Essomba, qu'on ne présente plus, expert financier, expert des questions économiques aussi. Il est écrivain par ailleurs. Il a écrit l'ouvrage Les ailes brisées de l'Albatros, paru aux éditions L'Harmattan. C'était en 2023. Il est également opérateur économique. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Janice. Je n'ai pas épuisé toutes les lignes de votre CV, mais succinctement, c'est ça. Non, pas besoin, non, pas besoin. Ça me suffit. Expert financier, c'est suffisant.
Il n'en faut pas trop, non, ça va. Merci d'être des nôtres avec vous également. On devrait avoir une lecture transversale des derniers événements de ces 48 heures au Cameroun. On espère, dans la suite de cette émission, bénéficier de la présence de Thierry Ndong, journaliste, directeur de publication du journal L'Intégration, expert en communication. Il devrait pouvoir faire le trajet du Palais de l'Unité pour les studios de Canal 2 International. Et sans transition, on passe un regard panoramique sur les travaux qui se sont déroulés aujourd'hui avec vous, peut-être l'universitaire Bertin Kwayep. Que retenir finalement de ces travaux qui ont réuni les 6 chefs d'État de la CEMAC à Yaoundé? Je vous remercie. La première conclusion est claire, c'est que les chefs d'État ont plus ou moins parlé de l'urgence. L'urgence en termes de prudence, en termes d'endettement. Parce qu'il faut reconnaître que jusqu'à maintenant, surtout pour le cas du Cameroun, pour ne pas dire des autres pays, l'alerte est donnée depuis quelques mois. On a, je pense, la Caisse autonome qui avait fait une note de conjoncture il y a quelques mois qui parlait de ce taux d'endettement qui était très élevé. Et du coup, on se pose la question, pourquoi est-ce qu'on s'endette? Parce que c'est ça le véritable problème. Et au jour d'aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'une bonne partie de la dette servait à payer ou à rembourser la dette. Du coup, ça ne profite en rien en termes de développement pour nos populations. Et je pense que c'est là où le bas blesse. Bon, Dieu merci. Aujourd'hui, il y a eu un sommet extraordinaire. L'urgence était de prendre conscience. Vous savez, moi je dis toujours, dans une situation très compliquée, il faut être capable de reconnaître qu'on s'est trompé et d'avoir la force de recommencer. On va partir tel que les institutions l'ont envisagé, que ce soit la Banque mondiale, le Fonds monétaire et la Banque africaine de développement, sur d'autres mesures. Ils ont parlé le renforcement du cadre macroéconomique qui est très, très, très important, de l'ajustement budgétaire qui est aussi une chose. Quand on parle d'ajustement budgétaire, il y a des poches qu'il faut voir, surtout la dépense publique. Parce que si on veut rester pauvre, on le restera pour longtemps. Parce que le problème ici, c'est comprendre qu'il y a des leviers sur lesquels on peut s'appuyer pour rendre l'économie de la sous-région compétitive. Et les chefs d'État l'ont d'ailleurs abordé. Ils ont parlé de cette transformation structurelle de nos économies en s'appuyant sur 3 pôles essentiels, qui est la santé. Ça, il ne faut pas l'oublier. Après la santé, il y a les infrastructures. C'est quelque chose d'important. Et si autour de tout ça, nous essayons de régler nos problèmes, donc santé, les problèmes sociaux déjà, il y a l'énergie, il y a les infrastructures, c'est très important. Et il faut reconnaître que la zone CEMAC, je vais peut-être le parler sous le contrôle de l'expert financier, c'est une zone bénie de Dieu, c'est une des sous-régions qui est directement liée au golfe du Guinée, qui est une des sous-régions les plus riches du monde. Et on a de la matière première. On peut sortir de certaines difficultés en contextualisant, parce qu'il ne faut pas aussi simplement penser qu'on va nous imposer. Parce que non, l'approche du Fonds monétaire ou de la Banque mondiale, certes, c'est une bonne approche parce qu'ils font l'analyse macro, mais à côté, il faut que les mesures ou les mécanismes que nous devions mettre en place pour rendre l'économie de notre sous-région efficace soit des mesures contextualisées. C'est-à-dire qu'on tient compte de nos cultures, de l'environnement, de la pauvre maman qui est dans la rue ou de mon pauvre grand-père qui est dans une brousse à Banganté. Vous voyez que c'est tout ça pris dans la globalité. Et en s'attaquant sur des leviers essentiels, moi je dis aujourd'hui, on ne peut pas avoir tout ce qu'on a comme matière première
et dépendre parce que continuer de tirer le diable par la queue. Voilà, ce qui plombe, c'est cette importation, alors qu'on peut transformer. Donc, c'est très bien déjà que nos chefs d'État ont pu se pencher sur la question et ont pris un engagement, parce que l'engagement, certes, mais il faut le mettre en... Il faut le mettre en pratique. Hubert et Somba, après avoir suivi ces travaux entre l'arrivée des chefs d'État, progressivement, certains se sont fait représenter et le discours final dit par le président, prononcé par le président de la République, Paul Biya. Quelle lecture faites-vous? Est-ce qu'à la fin de ces travaux, vous pouvez afficher votre satisfecit en tant qu'expert? Alors, non, je ne peux pas parler de satisfecit. Je veux dire que il faut adresser le problème. Ils ont pris le taureau par les cornes, mais c'est du bis repetita. Nous étions presque dans la même situation en 2016. Et puis, un certain nombre de décisions ont été prises, des réformes qu'il fallait mettre en place. Ça n'a pas été suivi. Des projets dans la sous-région, 83 projets ou 84 projets à peu près, 96 qui devraient être faits, qui n'ont pas été faits, ou tout au moins dans le rythme d'exécution a été relativement lent pour des raisons qu'on peut connaître. Il faut dire que le contexte était un contexte qui est une situation déjà connue et pour laquelle on signe des sonnettes d'alarme depuis. Mais je n'avais aucun doute, mais sans faire de spéculation, qu'il n'y aurait absolument pas de dévaluation. Il n'y a aucune raison, il n'y avait aucune raison. Pourquoi? Pourtant, certains analystes se jetaient en conjecture pour prévoir le scénario, peut-être pas dans l'immédiat, mais en tout cas le scénario extrême d'une possible dévaluation du franc CFA. Avec quels éléments techniques? Avec quels éléments techniques? La dévaluation est un processus bien précis, est un processus technique avec un objectif bien précis, la compétitivité, etc. Donc là, c'est pas le cas. Il y avait trois problématiques. C'était dans un contexte des enjeux de trois problématiques. Premièrement, une situation inflationniste relativement élevée par rapport aux critères de convergence de la sous-région qui est de 3% de taux d'inflation et pour lesquels la plupart des pays étaient largement au-dessus, y compris le Cameroun. Nous avons fait l'année dernière, le budget 2024 la nation était assise sur une inflation qui était de 4%, mais l'inflation cette année est au-delà de 4%. Deuxièmement, une situation de surendettement, mais je vais revenir là-dessus, enfin, de risque de surendettement dans la dette des pays qui est relativement élevée. Pour ce qui concerne spécifiquement le Cameroun, le Congo s'est explosé. Le Cameroun, spécifiquement, on est à peu près entre 43-44%, je pense, des chiffres au niveau de la dette par rapport au PIB. Et puis, la troisième situation, c'était le niveau relativement bas des réserves. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a 2,1 mois de réserves hors appui du FMI. Avec l'appui du FMI, on pourrait être à peu près à 4 mois. 4 mois. Pour une stabilité économique et monétaire, il faut à peu près 3 mois. 3 mois de réserve d'importation dans le contexte qui est le nôtre, des pays complètement extravertis, où l'industrie et la production locale est à un niveau vraiment primaire, où nous sommes obligés de tout importer. Mais donc, dans ces trois contextes-là, on revient et on s'est dit, OK, à la sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a eu comme résolution? Les résolutions qu'on a eues, bien entendu, sont des résolutions qui sont bonnes, mais à chaque fois, c'est la même chose. Premièrement, si vous parlez d'ajustement budgétaire au Cameroun, l'ajustement, c'est quoi? L'ajustement budgétaire, c'est une technique qui consiste à rationaliser les dépenses et à essayer d'augmenter les recettes, ou les deux en même temps. Absolument. Très bien. Alors, si vous regardez la dépense publique dans notre pays, la dépense publique n'est pas bonne. Et la dépense publique n'est pas bonne, on le dit tout le temps, on le dit jamais assez. À nouveau cette année, on doit faire, ça fait 3, 4, 5 ans que j'écris des articles, que je dis il faut faire du cost killing. Il faut que la dépense soit une dépense qui est corrélée aux problèmes essentiels réels des Camerounais pour lutter contre la pauvreté. Vous n'ignorez pas que le taux de pauvreté de notre pays aujourd'hui est un peu plus de 40% de la population, c'est-à-dire que plus de 40% de notre population vit avec moins de 1000 francs CFA par jour.
moins de 1000 francs CFA par jour, ce qui revient à peu près à moins de 30 000 francs par mois, si vous mettez un mois entier de 30 jours. Donc, cette dépense n'est pas bonne, il faut la revoir, il faut regarder la qualité de notre dépense, tout le monde le dit, mais sauf qu'on ne l'applique pas. Et chaque année, nous remettons un certain nombre de dépenses qui ne sont pas des dépenses essentielles, qui ne sont pas des dépenses qui participent à la croissance de notre pays. Au niveau de la dette, et je suis très réservé sur la dette. On pourra en discuter tout à l'heure avec le professeur, je suis très réservé. Pourquoi? Parce que le critère de 70% n'a aucun caractère scientifique. Il n'a aucun caractère scientifique. Il est basé sur quoi? 70% de quoi? Alors, le Cameroun n'a pas entre 43 et 44%. Quels sont les pays les plus endettés au monde? Ce sont les pays les plus prospères. Absolument. Numéro 1, Japon. Dette 222% du PIB. 222% du PIB. Madame, vous imaginez? Mais sauf que la caractéristique principale là-bas, c'est que la dette est détenue par les nationaux. Et vous avez une banque centrale qui joue également son rôle, vraiment, des missions de la monnaie et tout le reste des éléments qui font d'elle une banque centrale active. Les États-Unis, c'est plus de 130% du PIB. La France, c'est plus de 115% du PIB. Tous ces pays-là ont des dettes élevées et on ne parle pas de surendettement. La dette est corrélée en fait à votre capacité de pouvoir rembourser. C'est ça en fait. Votre capacité de pouvoir rembourser la dette fait en sorte que vous pouvez prendre même 1000% de votre PIB, mais si derrière cela, vous avez une capacité de créer la richesse, de créer la croissance, qui soit au moins égale à la dette que vous avez prise, alors il n'y a pas de problème. Donc, moi, j'estime que la dette doit pouvoir financer nos infrastructures. Mais le professeur l'a dit tout à l'heure, la qualité de la dette, c'est ça le problème. Qu'est-ce que notre dette finance? Et pourquoi nous remboursons la dette? Vous allez voir que l'un des éléments qui a pu être un élément, un indicateur de vulnérabilité de la zone, c'est le Congo qui décide donc de rallonger, de reprofiler sa dette de plus de 2000 milliards, détenue par les institutions de la sous-région, à peu près à 80%. Ce qui veut dire que ces institutions-là, on est dans un risque systémique. Parce que ces institutions n'auront pas les ressources qu'elles devraient avoir. Et d'un autre côté, on ne peut pas reprocher au Gabon d'avoir remboursé par anticipation sa dette. En remboursant sa dette libellée en devises étrangères, il a ponctionné. Le Gabon a ponctionné des dettes. Mais en même temps, est-ce qu'au niveau de la décision politique, macroéconomique, c'est une bonne chose de rembourser la dette? Oui, un adage dit, qui paye ses dettes s'enrichit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des choses, j'ai de grandes attentes, mais les réformes structurelles, la qualité de notre dépense, le volontariat politique, et puis surtout l'envie d'une intégration sous-régionale, le besoin d'intégration sous-régionale, en mettant ensemble des infrastructures. Il faut créer des infrastructures de développement, des infrastructures de route, des infrastructures énergétiques. Il n'est pas possible de ne pas avoir de l'énergie dans un pays qui doit produire. Si vous voulez produire, vous devez avoir de l'énergie. Si vous n'avez pas de l'énergie, eh ben vous ne pouvez pas produire. Justement, professeur Berton Koyeb, qu'est-ce qui fait problème au fond? Parce qu'on parle des grands projets intégrateurs, en soi-même, la sous-région en a qui sont déjà ficelés, formulés. On a des projets notamment dans les grands secteurs, les télécommunications, l'énergie, l'éducation et l'aménagement. Pourquoi aujourd'hui on se retrouve dans un bis repetita sans fin? On a eu le président Paul Biya qui le dit, je le cite dans son discours d'ouverture, les nombreux défis auxquels nos États font face et l'impérieuse nécessité de répondre efficacement aux attentes de nos populations nous ont parfois conduit à adopter des mesures urgentes et inadéquates pour préserver les grands équilibres. Qu'est-ce qu'on doit comprendre au fond? Qu'est-ce qui peut faire problème? Cette prise de conscience, mesures inadéquates. Vous savez, on est dans une sous-région où on a tous les problèmes. L'une des sous-régions les plus riches d'Afrique, malheureusement, on a le problème d'infrastructure. Ça, c'est le premier. On a le problème d'énergie. On a le problème de santé. Parce que le pauvre Camerounais ne peut pas bien se soigner. Ça pose un problème. Or, des mesures urgentes qu'on dit avoir pris inadéquates, ça veut dire qu'on n'a pas tenu compte
de cette population pour laquelle on croyait avoir pris ces mesures. Ça, c'est d'un. Donc, il faut rentrer dans un vaste chapelet d'analyse contextuelle. Mais moi, je dis, en tant que socio-économiste, que je pense que les atouts sont là. À côté de ces atouts, il faut de la volonté politique. Donc, c'est un problème de gouvernance, fondamentalement. Si on met en place la volonté politique et qu'on s'attaque réellement à la petite industrie, parce que c'est ça la transformation, ne rêvons pas. Prenons, on peut même, moi je dis, on peut même dupliquer ailleurs ce que d'autres ont fait pour le ramener dans notre contexte. Je passe mon temps à dire qu'on ne peut pas être dans un pays où on a tellement de la forêt, donc du bois, mais malheureusement les Camerounais ne savent pas poser le paquet. Vous prenez tous les grands chantiers de la sous-région CEMAC, la main-d'œuvre n'a pas été camerounaise. Alors, déjà, ça commence à interroger. Est-ce que nous avons les compétences localement? Si oui, pourquoi ne pas orienter les formations vers les acquis? Donc, on sait qu'on doit construire de la route, on doit faire... Donc, à côté, nous avons les polytechniques et autres. On peut aussi créer des centres métiers pour ceux qui décrochent. Vous voyez, le dynamisme économique ne peut s'appuyer que sur la masse de la population. Et si on a cette masse et que l'argent circule dans la sous-région, parce que c'est ça le véritable problème. Mais si nous restons dans l'économie d'importation, alors qu'on a des terres capables de produire, on est vulnérable à toutes les crises qui vont... C'est normal que la crise en Ukraine ou la guerre russo-ukrainienne impacte sur la productivité parce que l'Ukraine exportait énormément du blé. Or, nous, on a des terres capables de produire du blé. Donc, à côté, on s'interroge. Avons-nous des ingénieurs ou des centres de recherche capables de former des gens à produire? Parce que on en a peut-être, mais peut-être pas avec le rayonnement qu'on souhaiterait. Vous parliez tout à l'heure de la circulation de l'argent dans la sous-région. Justement, depuis un moment, certaines années, on parle de libre circulation des biens et des personnes. Un discours, un slogan, si on peut le dire ainsi. C'est vrai que je pense qu'il y a un ensemble d'efforts aujourd'hui. Oui. Ça, il y a 3, 4, 5 ans, c'était très compliqué. Ils ont fini par comprendre qu'ensemble, on est plus fort. Nous sommes une zone monétaire, on est une sous-région qui a des ressources. Et si on se met ensemble, même en termes d'exportation de ces ressources. Mais simplement, il ne faut pas exporter le brut. Moi, je dis que je plaide pour la transformation. Même la petite transformation. C'est compris, voilà. Professeur Hubert Otélé et Somba, est-ce que finalement ces résolutions sont un coup d'épée dans l'eau? Je le disais tout à l'heure, on parle de libre circulation des biens et des personnes, on parle de franche collaboration dans la sous-région, mais au final, il y a également des voix qui s'élèvent pour parler de guerre fratricide entre les pays de la CEMAC, on parle d'une certaine incoordination entre les différents pays, une implémentation des politiques prises ensemble qui rencontrent des freins, des couacs, qui est un peu désarticulé. Est-ce qu'il y aurait un cercle vicieux au niveau de la gouvernance dans la sous-région? Est-ce qu'on peut se tenter sur ce terrain-là? Je ne sais pas. Nous avons des institutions communes qui sont réparties géographiquement sur l'ensemble des États. Donc, normalement, il ne devrait pas y avoir, comme on dit au quartier, des problèmes de jalousie ou des problèmes de, pour prendre une expression d'info, des tacles par derrière qui mériteraient un carton rouge. La zone, c'est il faut bien qu'on comprenne que nous ne sommes pas du tout une zone où nous créons suffisamment de la richesse qui impacte le devenir de l'Afrique et le développement de nos populations. Nous sommes 63 millions. La zone CEMAC, c'est 63 millions. 63 millions, ça ne fait même pas. Toute la zone CEMAC ne représente même pas 30% de la population du Nigeria. Absolument. Du Nigeria qui est à côté de notre grand voisin. Donc notre marché de consommation n'est pas un grand marché. Il n'est pas un si grand marché. Donc il y a nécessité impérieuse d'intégration. De toute façon, si nous regardons même au-delà des problèmes de balkanisation de l'Afrique, on pourrait se dire que normalement, le Cameroun, le Gabon,
la Guinée équatoriale pourrait ne former qu'un seul pays. Nous avons presque les mêmes cultures, nous avons presque les mêmes coutumes. Le sud Cameroun, toute la partie sud Cameroun et le nord Gabon et le nord Congo, ce sont les mêmes peuples. Ce sont les mêmes peuples. Il n'y a pas de problème. L'intégration doit se faire. Mais je reviens sur une situation, madame. Regardez les financements qui sont apportés en Afrique. Et l'Afrique centrale, la CEMAC, a une part lilliputienne sur ces financements. Si vous regardez le niveau des investissements directs étrangers, vous voyez que nous n'avons aucune attractivité dans cette zone. Pourquoi? Parce que nous avons un certain nombre de problèmes de gouvernance. Quand vous parlez de la gouvernance... Imposition? Vous parlez... Non. La fiscalité camerounaise, c'est-à-dire que la pression fiscale n'est pas si énorme que ça, 14%. Mais c'est d'autres problèmes au niveau de la fiscalité. Le tout n'est pas de demander de payer des impôts, mais de savoir qu'est-ce qu'on fait de l'impôt du citoyen. Vous voulez faire élargir l'assiette fiscale alors que vous avez des créances irrécouvrables d'impôts. Et nous savons qui ne paye pas l'impôt dans notre pays. Vous avez un niveau de créances irrécouvrables d'impôts de plus de 2000 milliards de francs CFA. Madame, 2000 milliards de francs CFA. Voilà déjà une niche, si on doit appeler ça ici. C'est même pas une niche en tant que telle. C'est une réalité qu'il faut aller recouvrir. Donc l'Afrique ne capte pas suffisamment de financement. Vous savez, la dette africaine, et je voudrais revenir dessus, sur la gestion de nos économies, sur ceux-là qui nous disent que nous sommes en situation d'endettement risqué, de surendettement, mais il faut d'abord regarder, même au niveau de la dette extérieure par rapport au PIB, qu'est-ce qu'elle représente? Aujourd'hui, la dette extérieure du Cameroun par rapport au PIB est peut-être de 39-40%. Donc, ce n'est pas encore une situation si elle augmente que ça. Mais la dette de l'Afrique, c'est 0,4% de la dette mondiale, dette publique et dette privée. 0,4%. Or, au même moment, la BAD, depuis plusieurs années, a fait des études, la BAD dit, et tout le monde est d'accord là-dessus, il faut absolument, chaque année, pour que l'Afrique essaye de rattraper le retard, il faut à peu près 170 milliards de dollars. 170 milliards de dollars chaque année pour financer les infrastructures. Et nous sommes en face d'une situation également, le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique implique des réponses infrastructurelles dédiées. Et pour cela, une étude montre également que nous n'avons pu capter qu'à peu près 300 milliards sur les plus de 2000 milliards de dollars qu'il faut pour répondre à la transformation climatique. Nous n'avons pu capter qu'à peu près 300 milliards. Un rythme très peu soutenu. Donc le principal combat, pour moi, c'est la liquidité. Il faut avoir des financements. Mais pour avoir des financements, qu'est-ce qui se passe? L'investisseur qui est en face de vous, que va-t-il regarder? Notation financière. Quelle est votre notation financière? Quelle est la qualité de votre notation financière? Votre notation financière révèle qu'il y a des problèmes de gouvernance. Et les problèmes de gouvernance, derrière ça, qu'est-ce que vous avez en principe? Premièrement, qu'est-ce qui regarde? L'état de corruption du pays. Absolument. Dans l'état de corruption du pays, est-ce que si j'investis dans ce pays, je vais recouvrer mes fonds dès lors que j'ai investi? Je fais une petite parenthèse. Regardez ce qui se passe. Et ça c'est un problème de l'unité africaine en général. Au-delà même de la CEMAC, c'est encore beaucoup plus grave, c'est l'unité africaine. Regardez le groupe Bessinver qui appartient à l'industriel d'Ampulo, qui s'est fait déposséder de tous ses actifs immobiliers en Afrique du Sud. C'était le plus grand investisseur immobilier en Afrique du Sud après les banques et les assurances, pour un total actif de plus de 300 milliards de francs CFA. Il a été déposé par des mécanismes où une forme de droit a été mise à la disposition de l'économie pour pouvoir spolier un investisseur. Et aujourd'hui, la situation est telle que tous ces biens ont fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Et au Cameroun, donc, il engage une action basée sur une ingénierie financière, sur les pourcentages d'intérêt de certaines entreprises qui ont des capitaux sud-africains pour pouvoir essayer de rentrer dans ces... Essayer de rentrer dans ces... C'est de bonne droit, c'est de bonne guerre. Mais sauf que, si nous étions vraiment dans une situation d'intégration de l'unité africaine, d'intégration africaine, il suffisait, et pourtant le président Paul Biya a envoyé des émissaires en Afrique du Sud qui n'ont pas été reçus au niveau où il fallait que ces émissaires-là soient reçus. Mais si nous avions une intégration
on devrait pouvoir ne pas avoir ce type de problème. On devrait pouvoir s'asseoir, discuter, au moins au niveau de la diplomatie économique. Donc, quand vous avez déjà, au niveau même de l'unité africaine, ce type de problème, et que nous, en intra, au niveau de la CEMAC, qui est un marché économique qui n'est pas grand, monétaire, regardez le niveau du marché financier domestique. Le marché financier domestique n'est pas suffisant. Nous sommes obligés d'aller concourir à des financements internationaux. Et même quand il faut concourir sur le marché domestique local, regardez tout simplement, lorsque le Gabon rembourse de manière anticipée son intérêt, frémissement dans la zone. Donc nous ne sommes pas une zone, nous ne sommes pas une zone solide. Et il faut plus que jamais qu'il y ait une unité, qu'il y ait des critères de convergence qui soient absolument et scrupuleusement respectés. En plus de cela, il faut une stabilité politique. Il faut une stabilité politique. N'oubliez pas que ces dernières années, il y a eu des problèmes politiques au Gabon qui ont amené le président Oligui Nguema. Il y a eu des problèmes politiques au Tchad qui ont amené le président Idriss Déby. D'ailleurs, sur les 6 présidents, il n'y en a que 2 qui sont des civils. Voilà. Donc, ces problèmes-là, il faut avoir l'honnêteté de regarder les problèmes de l'Afrique. L'Afrique ne peut pas continuer à évoluer en marge du monde et de pleurnicher. Pleurer et gémir, c'est aussi lâche, disait Saint-Exupéry. Il faut se mettre résolument, au travail et comprendre comment le monde fonctionne, comment la finance est organisée, comment la finance est structurée, pourquoi et comment on doit aller financer des projets, pourquoi et comment nous ne devons pas avoir comme principal poste de dépense dans notre budget le remboursement de la dette. Pour chuter, c'est dire que la résolution prise aujourd'hui sera un coup d'épée dans l'eau. Est-ce que la CEMAC fonctionne avec des œillères? Non, je ne dirais pas que c'est un coup d'épée. Non, je ne dirais pas ça. Je veux dire que c'est bien, mais il faut les appliquer. 2016, il y a un certain nombre de décisions qui ont été prises, elles n'ont pas été appliquées, ou pas assez rapidement. Le programme économique régional n'a pas été appliqué. Pourquoi il n'a pas été appliqué? Problème de compétences, problème de volonté, de rythme d'accélération. Quand vous regardez que dans notre pays, nous avons des soldes engagés non décaissés qui sont de plus de 3 000 milliards de francs CFA. Comment nous faisons? Nous avons des projets qui ont été présentés, qui ont obtenu des accords, des investisseurs. Qui ont même eu des financements. Qui ont même eu des financements, sur lesquels on peut même des frais de gestion, dans certains cas. Et puis, ils ne peuvent pas être décaissés, parce que finalement, le projet n'était pas mature, ou le projet fait l'objet d'une surfacturation pour des raisons que nous connaissons, etc. Donc, il faut simplement que les mesures soient appliquées. Sinon, 2016, même chose. Barton Koyep bis repetita, finalement, dans la sous-région, comment sortir de ce cercle vicieux? Est-ce qu'on ne peut pas également questionner la mainmise ou alors la contribution des institutions de Bretton Woods et peut-être de la France, qui joue quand même un rôle majeur dans le développement des économies au niveau de la sous-région? Moi, je pense pas que les partenaires, on est aujourd'hui dans un monde globalisé. On ne peut pas vivre en exclusion du monde. Ça, c'est la réalité. Les partenaires viennent avec leur agenda. Voilà. Mais derrière ça, nous devions le contextualiser. Ça, c'est le premier élément. Pourquoi est-ce qu'on décide de faire avec la France ou avec... Ça, c'est une des questions qu'il faut toujours être capable de répondre. On est dans un monde où, comme disait quelqu'un, la géostratégie impose certaines règles. Hubert vient de le dire. L'Afrique ne peut pas gérer ce genre de conflits sans avoir au moins cet élan de solidarité en se disant qu'on est entre nous les Africains. Ce ne sont pas les autres qui viendront nous aider à régler nos problèmes. Bon, maintenant, on a le problème de la CEMAC. Vous savez, en 2016, avant la dévaluation, il était clair que le taux de réserve d'importation était à 2,3 mois. 2,3, donc c'était faible. Aujourd'hui, on spéculait, les gens ont dit non, peut-être ça. C'est normal parce que si il n'y a pas de code d'alerte, cette réunion était quand même une réunion de prise de conseil de diagnostic. Les chefs d'État ont compris qu'à cette allure, peut-être que c'est sous la pression des bailleurs de fonds, mais la vérité c'est que ça interroge sur l'environnement socio-économique que nous vivons et où on est très fragile pour peu. Pourquoi? Parce que
on n'est déjà pas bien organisé, on n'est pas structuré. Il a dit, le Gabon a remboursé par anticipation. Mais est-ce que c'était l'urgence? Je vais dire non. Mais malheureusement, le Gabon l'a fait parce qu'elle veut rester crédible. Une autre question, une autre interrogation, c'est que nous avons besoin de financer l'économie ou bien de financer les infrastructures dans la sous-région. Mais on ne peut pas avoir des partenaires financiers s'il n'y a pas de stabilité politique et de sécurité. Et de sécurité. Parce que celui qui injecte son argent veut être sûr que... il rentrera dans ses frais. Absolument. Et à côté, si on s'endette et qu'une dette qu'on prend, parce qu'au préalable, on a monté un projet, on veut la dette parce qu'on veut financer un projet d'infrastructure ou de quoi, mais qu'à côté, on soit en train de rembourser les intérêts sur la dette, le projet n'est pas mis en œuvre, à la fin, on prend même une autre dette pour payer la dette, parce qu'en réalité, on ne peut pas spolier sur la dette. C'est ça qui plombe l'environnement dans lequel nous nous retrouvons. Alors, au pire des cas, quoi est-ce que les différents États de la CEMAC s'exposent s'ils ne suivent pas les cahiers de charges? C'est notre dévaluation, ça c'est clair, il n'y a rien à faire. Si dans 2-3 ans, rien n'est mis... Aujourd'hui, il y a eu des résolutions, ce sont de très bonnes résolutions. Et le président de la République, Paul Biya, l'a dit dans son mot final, qu'il faut mettre en application ces résolutions. Ça veut dire que quoi? Il faut se pencher sur la transformation structurelle de ces économies. Il faut les diversifier. Il faut regarder... Parce que ne rêvons pas toujours des très gros projets. Moi, je prends l'exemple des pays où il y a quelques années, nous, tous les indicateurs étaient nous donnés en avance sur ces pays, mais qui aujourd'hui ont fait beaucoup d'efforts parce qu'ils ont pu se recentrer sur leur richesse en disant comment est-ce qu'on peut valoriser, transformer ces richesses pour impacter au niveau de notre développement. Parce que il faut se dire que 65 millions d'habitants dans la CEMAC, à côté du Nigeria, ça ne représente rien. Mais simplement, on peut être un marché de production pour le Nigeria. Parce qu'ils en ont besoin, ils ont 200 millions de personnes. Ils veulent... vous vous rendez compte que si on est organisé, si on est solidaire, et ça, le chef d'État, que ce soit du Gabon ou le président de la CEMAC, de la Centrafrique ou notre chef d'État, a insisté sur cette dimension de solidarité. Parce qu'ensemble, on est plus fort. Tout à fait. S'il faut revenir sur les résolutions qui ont été déclinées ce soir, elles tournent, pour rappel, elles tournent autour de la discipline budgétaire dans les États de la CEMAC. On a 2 cahiers de charges, si on peut les résumer ainsi, ces résolutions-là. Un cahier de charges qui incombe aux pays membres de la sous-région et un autre qui incombe aux partenaires au développement qui ont été nommément interpellés par les présidents des pays membres de la CEMAC. Alors, pour ce qui est des États membres, ils ont désormais la charge d'accélérer la diversification de l'économie et la consolidation de leurs finances publiques. Ils sont appelés à accentuer la solidarité communautaire. Ils sont également appelés à avoir des politiques d'endettement prudentes, à produire des données pour la surveillance des indicateurs macroéconomiques des différents pays, à renforcer ce cadre macroéconomique dans la sous-région. Pour ne citer que cela, pour ce qui est des partenaires au développement, ils ont été interpellés à revoir par exemple leurs accords sociaux avec le Congo, la RCA et le Cameroun, et à prendre en compte le facteur social. Hubert Otele-Somba, pourquoi est-ce que les barreaux de fonds, puisqu'on en est à l'analyse de leur rôle dans ces indicateurs qui sont au rouge aujourd'hui, pourquoi revoir leurs accords avec le Congo, la RCA et le Cameroun? Pour desserrer les taux. Pour desserrer les taux, tout simplement. Mais pour cela, il faut des réformes structurelles, non seulement au niveau de l'ajustement budgétaire,
mais également, je vais prendre un exemple. Vous avez vu, l'une des 3 raisons qui ont commandé ce sommet extraordinaire, c'est l'inflation, le niveau de l'inflation, qui était à un niveau élevé. Il faut dire que l'inflation a été très forte ces 2 dernières années. Elle est en situation baissière. Au Cameroun, notamment, elle est en situation baissière. La croissance a été faible également, je suis en train de repartir doucement, mais pas assez. Alors, mais pourquoi nous avons une inflation? La réponse à l'inflation est une réponse toujours budgétaire ou alors structurelle. Nous avons une inflation dans notre pays parce qu'elle a été portée par la hausse du prix du pétrole à la pompe. La hausse du prix du pétrole à la pompe et puis la hausse de certains biens, de certains biens locaux. Alors, si vous prenez la hausse du prix du pétrole à la pompe, ça induit et ça impacte toute l'activité économique. Le transport des marchandises, le transport des personnes, la production énergétique. Donc, ça fait en sorte que les prix vont augmenter. Pour parler vraiment, pour que tout le monde comprenne. Donc, lorsqu'il y a l'augmentation de la facture de carburant, alors les prix ont tendance également à augmenter. Mais pour baisser cette hausse des prix, qu'est-ce qu'il faut faire? Presque tous les pays de la région SOMAC sont des producteurs de pétrole. C'est quand même un paradoxe que dans les pays producteurs de pétrole, il y ait des problèmes au niveau du coût du carburant à la pompe. Alors, pour ce qui concerne le Cameroun, par exemple, ça fait un bon moment que je le dis, et je le pense, et je voudrais vraiment inciter nos autorités publiques à le faire, c'est que le pétrole coûte cher au Cameroun, et ça impacte sur les devises, puisque nous sortons les devises pour cela. Il coûte cher parce que nous achetons le pétrole à l'international. Nous ne consommons pas notre propre pétrole. Le pétrole camerounais n'est pas consommé, il est vendu à travers le SNH, mais nous importons celui que nous consommons. Or, il se trouve que nous avons une raffinerie. Et cette raffinerie-là, de notre autorité publique, a eu une explosion et est en arrêt d'activité. Et elle est devenue tout simplement un importateur. 80% du pétrole camerounais est importé par la Sonara. Alors, pourquoi est-ce que la Sonara doit continuer d'exister? Si vous financez la remise à niveau de la Sonara, plus le niveau de sa dette, vous êtes à presque 1000 milliards de francs CFA. C'est-à-dire le coût de construction d'une nouvelle raffinerie neuve et qui va cette fois-là raffiner le pétrole camerounais. Et si nous raffinons notre propre pétrole, la Sonara ne raffinait pas notre personne parce qu'elle a été conçue pour raffiner du pétrole léger et notre pétrole est un pétrole lourd. Donc, si vous mettez une nouvelle raffinerie qui représente presque le prix de la subvention, cette année la subvention va baisser, ben vous allez avoir quoi? Vous allez avoir immédiatement la chute du prix du carburant à la pompe. Si nous devons faire un choix économique, un choix infrastructurel, madame, choisirez-vous de continuer à importer le carburant ou alors de construire une nouvelle raffinerie, quitte à emprunter 1000 milliards de francs, mais spécialement dédiés à la nouvelle raffinerie qui permettra cette fois-là d'amoindrir le coût, le prix et de raffiner notre pétrole. Sur le long terme en plus. Et on ne dit pas qu'on ferme la Sonara. La Sonara peut faire l'objet d'une transformation. Ses partenaires techniques savent le faire. Ça peut devenir une unité qui va produire autre chose, qui va stocker autre chose, qui a des infrastructures qui sont dédiées à cela. Voyez? Donc, nous devons absolument faire un certain nombre de transformations. D'aménagement. De transformations infrastructures. Et puis, naturellement, la discipline budgétaire. Prenons notre budget. Le nouveau budget, vous savez que le compte général de l'État a été retoqué par la Chambre des comptes. Absolument. La Chambre des comptes a refusé de certifier le compte général de l'État. C'est grave. Avis défavorable. Avis défavorable, c'est un refus. Et à partir de cet instant, normalement, la loi des règlements des finances ne doit pas être votée. Normalement. Justement, c'était la question
sur laquelle je voulais vous faire chuter, puisque nous sommes malheureusement déjà parvenus au terme du programme. Vous devez peut-être répondre à cette dernière question. À quoi est-ce que les Camerounais doivent s'attendre après les résolutions prises par ce sommet, lors de ce sommet extraordinaire? De quels outils est-ce que les différents États disposent pour pouvoir remonter la pente ou répondre efficacement à cette interpellation, à cette piqûre de rappel des partenaires internationaux? On aurait pu citer la loi de finances, le budget qui a été voté, mais lui non plus n'augure pas des lendemains meilleurs. C'est un budget en hausse, relativement en hausse, mais qui reste quand même problématique pour moi, au niveau de l'analyse pure. Si que la dépense, jusque-là, la qualité des dépenses, les deux principaux postes, c'est le remboursement de la dette et puis le paiement des salaires. Pour moi, ça continue à rester un problème. 74%. Voilà, 74%, c'est énorme. Alors qu'en même temps, au niveau des recettes de l'État, le premier poste de recette, c'est quoi? C'est la fiscalité. Et dans la fiscalité, vous avez quoi? Les impôts et puis la douane. Les impôts et puis la douane. Or, si vous avez une contraction de l'activité économique, la douane va faire moins de recettes, les impôts vont faire moins de recettes, bien qu'on tape sur les Camerounais d'aller payer l'IAPP, mais on va avoir moins de recettes. Donc, il faut absolument diminuer les dépenses. Les dépenses somptuaires, c'est une dépense de fonctionnement. Allez, je prends un exemple qui a souvent outré les Camerounais, l'achat de véhicules. Quelle est la nécessité d'avoir autant de véhicules alors que l'infrastructure routière ne suit pas? Donc, nous avons un taux de vétusté qui est beaucoup plus rapide parce que les infrastructures routières ne suivent pas. Donc, nous devons absolument revoir la qualité de dépenses. Et puis, ces réformes structurelles sont indispensables parce que si nous les faisons, alors nous allons pouvoir lever les fonds au niveau du FMI qui va mettre à disposition des fonds pour que nous puissions passer. Là, nous sommes à la date d'aujourd'hui à 2,1 mois de réserves d'exportation. Avec le FMI, nous allons passer à 4 mois. Les prévisions en début d'année, et même en milieu d'année, la BEAC prévoyait, dans ses perspectives économiques, dans ses prévisions, que nous allons être à peu près à 4,5 mois. Nous sommes très loin de cela. Donc, il faut ces réformes structurelles, il faut les accélérer. Et puis, nous sommes en fin d'année, il faut que ce soit un cadeau de Noël pour les populations de notre sous-région, de voir l'amélioration des comptes publics pour que la pauvreté puisse encore reculer. Bertrand Kwayep, est-ce qu'on doit s'attendre dans les prochains jours peut-être à des mesures prises par les différents chefs d'État, le président de la République, une sortie des mesures rectificatives de la loi de finances? Nous espérons parce que ils ont tous compris les enjeux aujourd'hui. Donc nous espérons qu'ils doivent prendre des mesures. Bon, Hubert disait le bien-être de la population d'ici en décembre. Non, c'est pas possible. Hubert, il faut être réaliste. Voilà, c'est un rêve. Mais simplement, il faut s'attaquer réellement à la qualité de la dépense, même aux investissements, et ramener cette sécurité au niveau de la sous-région. Vous savez, le plus dur, ce n'est pas de trouver de l'argent, parce qu'on peut le trouver. L'argent existe. Il y en a en abondance. Il y en a en abondance dans le monde. Il y a des gens qui veulent investir. Prenez d'autres... regardez le Cameroun, ou bien la sous-région par rapport aux autres sous-régions, qui ont eu un boom qui ne s'explique pas, que ce soit simplement parce qu'ils ont pris de l'argent pour mettre sur des projets structurels. On ne peut pas aujourd'hui, lui il parlait de la vétusté des véhicules. Pourquoi? Parce que la qualité des infrastructures routières ne répond à rien. Tu ne peux pas chausser un véhicule aujourd'hui au Cameroun, aller à Douala et Yaoundé 4 fois sans rentrer au garage. C'est impossible. Mais voilà la réalité. Et à côté de ça, l'impact sociétal. Honnêtement, il faut se dire qu'on peut faire évoluer notre masse monétaire en relevant le pouvoir d'achat de la population. Ça passe par quoi? Par les industries de transformation, par l'utilisation de la main-d'œuvre de la sous-région. Tout citoyen de la CEMA rêve un travail décent,
une sécurité sanitaire, avoir de l'énergie. Si vous n'avez même pas de l'énergie et que vous créez un start-up, vous faites quoi, ça ne servira à rien. Parce que derrière, il faut avoir de l'énergie pour fonctionner. Alors, il faut s'attaquer réellement à ces problèmes et veiller, parce que la sécurité, comme on a dit, là, les bailleurs de fonds, crise anglophone, Boko Haram, l'État islamique, voilà. Et s'interroger même dans sur la zone de Lac Tchad. Et il faut aussi s'interroger sur les causes. Ça peut être un mal-être général. Bon, mais simplement, on a des possibilités, on a des atouts, on a des ressources. Aujourd'hui, avec le projet Pépinière Doctoriale, nous essayons d'amener des jeunes à comprendre. On vous tendra la facture. Non, nous essayons d'amener des jeunes, c'est notre sous-région, à comprendre qu'une thèse doit régler un problème dans l'environnement dans lequel on évolue. Ça dit, ce n'est pas un ouvrage qu'on va classer dans une bibliothèque. Je dis non, malheureusement. Comment est-ce qu'il faut faire pour régler ces problèmes d'énergie? C'est ce à quoi on attend que ces jeunes-là, et en trouvant ces solutions, qu'à côté, le gouvernement met en œuvre des pistes de réflexion pour qu'on puisse sortir. C'est inadmissible que je vais peut-être aller plus loin, prendre le cas de l'aérien dans la sous-région. Vous savez, le Cameroun, c'est le seul pays qui est limitrophe de tous les autres pays. Donc, 1 heure de vol de toutes les capitales de la CEMAC. Malheureusement, aujourd'hui, moi, j'étais au Tchad, si je prends cet exemple. Parti de Yaoundé, j'ai fait une journée. Donc, je suis parti de Yaoundé à 7 heures pour arriver à N'Djamena à 18 ou 19 heures. Mais c'est inadmissible. De quoi qu'on souhaite vraiment qu'il soit résolu dans de brefs délais. J'espère que vous avez terminé votre propos. Nous essayons, nous faisons ce qu'on peut. On essaye de se dire que il n'y a rien de très grave. Une fois qu'on prend conscience, on peut s'attaquer au véritable problème. Et c'est notre pays, c'est notre sous-région. Les potentialités sont là, les compétences aussi sont là. Mais formons nos jeunes en les orientant vers la praticabilité. Merci Bertin Okoyeb d'avoir terminé sur cette note positive, pleine d'espoir. Merci Hubert Otélé et Somba pour votre analyse pointue, surtout au plan financier, qui nous permet de comprendre un certain nombre de choses et de notions pas toujours accessibles pour le Camerounais lambda. Merci à vous de nous avoir suivis. Nous avons essayé de rendre accessible ce qui s'est passé du côté du Palais de l'Unité pour vous qui êtes à la maison et qui n'avez pas forcément les éléments de langage pour comprendre tout ce qui est macroéconomie, finance et autres thématiques abordées au cours de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la CEMAC. Beaucoup d'espoir dont nourrit derrière les résolutions prises aujourd'hui. Le Cameroun devrait pouvoir commencer déjà par appliquer les différentes politiques publiques qui sont prises à notre niveau. On a la SND 30 qui milite en faveur de la transformation structurelle de notre économie déjà entamée. On espère une accélération du rythme d'application des différentes politiques. Pourquoi pas également au niveau du pouvoir judiciaire, comment on va appeler ça, des mesures de reddition des comptes plus strictes aussi. Pourquoi pas des opérations éperversion économique? On devrait également observer ça. Merci de nous avoir suivis, nous le disions. Merci aux experts en plateau de nous avoir fait bénéficier de leur lumière. Merci à l'équipe technique qui n'a ménagé aucun effort depuis ce matin pour vous faire vivre en direct la retransmission des événements du côté du Palais de l'Unité. Merci à tous d'avoir contribué à la réussite de ce programme. Nous nous retrouvons demain avec une autre thématique, s'il plaît à Dieu. Pour revoir le programme, rendez-vous sur nos plateformes digitales, Facebook, YouTube et autres. N'oubliez pas de télécharger l'application Toupplay relatif à Canal 2 International, sur laquelle vous pouvez revoir vos programmes préférés. Merci de nous avoir suivis. À suivre le journal télévisé, présentation Alain Gislain Kanga. Ne manquez surtout pas. Bonsoir.